Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Robert Macduff, je suis directeur adjoint du service à la clientèle au Repos Saint-François d'Assise. En mon nom personnel, aussi au nom de la direction puis de toute l'équipe du Repos Saint-François d'Assise, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. À vous qui êtes présents en présentiel, mais aussi aux gens qui nous suivent via le web à la maison. Donc, vraiment, merci de votre présence. Sans plus tarder, je vous laisse aux soins de notre conférencière, Caroline, et de Joanne de Montigny. Parfait, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bon, alors, on fait un petit test qu'on n'a pas fait avant. Comment ça se passe bien pour... Oui, d'accord. On vérifie sur l'écran, hein, parce qu'on est vraiment ensemble avec des gens qui se branchent avec nous. Et on les salue tout de suite, d'ailleurs. Et moi, je vous dis un beau bonjour en vous remerciant d'être ici, dans la salle, en bon nombre, pour accueillir notre invité que je vais bientôt vous présenter. Et je veux toujours remercier, parce que je trouve ça important de le faire, la direction du Repos Saint-François d'Assise, M. Alain Chartier, le directeur, qui m'a prié de vous dire bonsoir aussi en son absence. Comme vous savez, ce sera notre dernière soirée avant la reprise le 9 septembre prochain. Alors, à la fin, je vous dirai... la belle surprise que nous attendrons pour le 9 septembre. C'est toujours une belle surprise, vous savez, nous inviter. Pourquoi c'est une surprise? C'est parce qu'on découvre avec notre invité des moments de vie extraordinaires qui ont peut-être été très difficiles, on le sait, mais qui évoluent vers d'autres avenues. Et c'est pour ça que ça fait toujours... chaud au cœur d'entendre le témoignage des personnes qui ont perdu des êtres chers, comme plusieurs d'entre vous ici présents ce soir. Et on sait que la perte d'un enfant, ça nous touche peut-être encore plus particulièrement. Si on n'a pas d'enfant, on a été enfant. Si on n'a pas perdu d'enfant, on se met dans la peau d'une maman, d'un papa, d'un frère, d'une sœur qui perdent un membre de la famille. C'est dur, on le sait, mais en même temps, on sent que les gens qui acceptent de venir nous en parler vont nous apprendre encore des aspects qu'on n'a pas découverts, ni dans les livres et ni dans le vécu autour de nous. Alors, je vais quand même présenter mon invité. Parfois, je lis, j'écris gros de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi, le format des lettres augmente, mais c'est quand même court, mais c'est précieux. Et quand je lis, c'est parce que je ne veux pas oublier un détail qui pourrait être important. Alors, notre invité est la maman de deux grands garçons, un jeune homme de 24 ans et un ange de 18 ans. Autrefois, gestionnaire en intelligence d'affaires pour une grande firme d'ingénierie, elle a récemment démarré son entreprise de services en technologie de l'information. Mais le plus intéressant, elle va nous le dire, mais je soupçonne que c'est maintenant peut-être encore plus intéressant ce vers quoi elle s'en va, c'est-à-dire qu'elle est présentement dans un retour aux études en relation d'aide. Et voyez qu'est-ce qu'elle veut faire? Je vais vous le dire, mais elle va nous le spécifier encore plus à fond. Quand il nous arrive une épreuve comme celle qu'elle a vécue, on se dit qu'il faut faire quelque chose avec tout ça. On ne peut pas rester, on dirait, sans rien faire avec cette peine immense. Elle a donc souhaité de se spécialiser en relation d'aide dans l'accompagnement des parents endeuillés. C'est bien ça. On va en parler tantôt. D'accord? Alors, je lui dis
Ah, bien, moi, j'ai pensé tantôt, il ne faut pas que j'oublie de fermer mon téléphone. J'ai remarqué que ça arrive à tout le monde. Ça m'est même arrivé ici, là, en train de parler. Alors, ça se fait rapidement, on ferme le volume. C'est vraiment, pour moi, là, un privilège. Et même si le sujet est triste, je ressens de la joie profonde de vous savoir là, avec nous. Et je veux vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est pas évident, puis vous allez nous dire tantôt pour vous comment vous vous sentez. Et on a choisi, juste pour vous le dire, avant de lui passer la parole, la formule dialogue. Je peux vous appeler Caroline ou Madame Nélias? Caroline. Bon, alors j'ai eu une belle permission. Ça va plus. C'est toujours plus sympathique avec le prénom comme ça. Alors Caroline, je me sens encore, là, je le disais, à la fois émue et privilégiée d'être en dialogue avec vous. On va explorer ensemble le trajet, peut-être, par séquences les plus importantes de Laurent, votre fils. Et puis, on va explorer aussi, comme vous le voudrez, avec ce que vous avez envie de nous dire, votre trajet de deuil. D'accord? À la suite de ça. On se lance? On se lance. On y va? On y va. Bon, dites-moi comment vous vous sentez ce soir devant nos invités, là. Bien, pour être honnête, je me sens fébrile. Oui. Parce que c'est la première fois que je t'ai invitée à partager mon histoire, donc c'est sûr que je me sens fébrile. J'ai amené ma petite balle de stress. C'est la balle qu'on avait, Laurent et moi, à l'hôpital pendant 6 ans pour nous aider à traverser les coups durs. Oui, oui. Vous m'avez devancé avec une question, Caroline, parce que moi, j'étais pour vous demander beaucoup plus tard, avez-vous un objet que vous avez gardé précieusement? Une question en moins, il faut que j'en invente une autre. Alors, celui-là, oui, on l'avait comme... On avait 2, chacun. Ah bon, Puis, pareil. Pareil. Oui. Puis on avait écrit dessus, on écrivait chacun un souhait, puis ce qu'on visait, comme une intention. Oui. Moi, j'avais marqué « Tout est possible », puis en anglais, Laurent will win, parce qu'on était traités à l'étranger. Oui. Donc, je le regarde tout le temps, puis quand je suis stressée, bien, je la porte avec moi, ou quand je suis plus fébrile. Donc là, je l'ai avec moi. Ah ben, vous avez bien fait de la porter, puis je sens que ça va beaucoup nous calmer. Et moi aussi, oui. La distance, je peux y toucher un peu. Oui. Moi, je me sens déjà beaucoup. Oui. Merci. Hein? On fait un peu d'humour pour ne pas pleurer. On ne veut pas pleurer tout de suite quand même. Alors, Caroline, j'avais envie de vous demander de nous présenter Laurent. Comment était-il? Qui était-il à la maison? Avant, malheureusement, de découvrir qu'il avait une grave maladie, mais comment était-il? Laurent, c'est un garçon qui croquait dans la vie. Il est né, puis je l'appelais ma petite vitamine. Donc, lui, il était toujours... ça allait jamais assez vite. Il se réveillait le matin, il venait me réveiller, puis il me disait « Fini dodo, maman, go, go, go ». Puis il voulait partir avec son vélo, il voulait aller frapper des ballons, il était vraiment actif. Oui. Fait qu'il était un petit jeune souriant, actif, en vieillissant sportif, oui, soccer, hockey et tout ça. Puis il y a eu un avant la maladie, un après la maladie, parce qu'après la maladie, avant la maladie, c'était un petit garçon de gang aussi, là, qui avait beaucoup d'amis, toujours la gang à la maison. Mais après la maladie, après le premier diagnostic, la première opération et tout, qui a eu lieu en quelle année? En 2015. Il avait quel âge? 12 ans. Oui. C'est ça. C'est ça. Fin février 2015. Il a chuté au hockey, puis là, il nous disait que c'était une commotion cérébrale, mais ça s'améliorait jamais. Donc, ça a pris un bout de temps avant qu'on découvre? Oui, 1 mois.
Ah oui. Parce qu'ils ne voulaient pas lui passer de scan ou d'IRM parce qu'il nous disait que c'était une commotion, mais ça ne s'améliorait pas. Donc, on a insisté. On est allé à l'hôpital, puis on a dit ça se peut pas. Là, il vomit tout le temps. Puis là, ils ont diagnostiqué une tumeur au cerveau, un épendymome anaplasique. Donc, ils nous ont dit allez-vous-en à Sainte-Justine. Puis là, il a été opéré. Puis après la première opération, bien, les tumeurs au cerveau, c'est toujours très délicat. Donc, il a perdu le côté droit. Donc, il aurait appris à marcher, à écrire, même à parler. Les cordes vocales étaient paralysées, son œil droit était paralysé. Donc, tout le côté droit était paralysé. Donc, il a tout réappris. Puis, il était resté avec une paralysie faciale du côté droit. Donc, à 12 ans, avec une différence comme ça, il s'est isolé un peu plus de ses amis. Fait que la gang a diminué un peu. Il a quitté l'école? Oui, il a quitté l'école. Le temps des traitements, Laurent, il était très... Déterminé? Déterminé. Fait que, donc, lui, quand il a appris son diagnostic, puis le lendemain, il a dit « Maman, je vais à l'école. » Ben, je dis « Ben non, il faut que tu te reposes. » Il dit « Non, je vais à l'école. Oui. » Puis moi, j'étais à la maison à essayer de trouver des traitements, puis lui, il était à l'école. Puis il a refait... même, il est décédé le 20 novembre 2020, puis il s'était inscrit au cégep en septembre. Oui, mes amis, hein? Oui. Ah, il voulait, hein? Oui, il voulait. Il voulait. Oui. Alors, quand tout ça est arrivé, vous avez réalisé que son moral était quand même assez bon? Oui, son moral est resté toujours bon. Il ne s'est jamais plaint. Jamais il s'est plaint. Est-ce qu'on a de la douleur avec cette sorte de cancer? Oui, beaucoup de douleur. Des maux de tête? Des maux de tête. Puis surtout, en dernier, il y avait comme 3 tumeurs au cerveau, mais 4 à la colonne vertébrale, parce que ça se répand dans le liquide. Puis il y en avait 4 dans la colonne vertébrale. Donc, il y avait toujours comme des sacs magiques que je lui fabriquais. Puis qu'il se couchait avec des sacs magiques. Il en avait tout le temps, mais il se plaignait jamais. Puis toute sa radiothérapie, je me souviens aux États-Unis, là, il fallait qu'il se lève à 6 heures le matin. Il était 2 heures sur la table de radiothérapie pour avoir, puis beauté, là, vraiment littéralement avec un masque vissé sur la table pendant 2 heures. Puis lui, il ne voulait pas être endormi, donc il ne fallait pas qu'il bouge pendant 2 heures. Puis il se plaignait jamais. Je le réveillais, puis je disais, il faut qu'on aille. Puis il disait, OK. Puis je disais, Laurent, mais tu ne te plains jamais. Il dit, maman, ça ne servirait à rien, puis ça ne m'aidera pas à guérir. Alors lui, dans sa tête, hein, on va guérir. C'est ce qu'il visait. Oui, il visait ça, ben... Je comprends. Moi aussi. Oui. Hey, on va penser à ça avant n'importe quoi. Hein? La guérison comme prescription. Exact. C'est un très beau titre de livre qu'un philosophe a écrit avec un médecin. Hein? La guérison comme prescription. La guérison dans la relation. Hein? Oui. Alors, là, les relations, comme vous avez dû les vivre, s'intensifient, sont fortes, ça se rapproche, on s'entraide. Exact. Puis c'est ça, on combat ensemble, on fait, c'est ça, parce que dans les 6 ans, nous, il nous avait dit que c'était très difficile à traiter son type de cancer. Donc, il nous avait préparé que là, il essayait la radiothérapie, mais si ça ne fonctionnait pas, il n'y avait rien à faire. Ah oui. Donc, pendant le premier traitement, nous, on a cherché partout dans le monde ce qui pourrait avoir on appelle des trials. Ce n'est pas des traitements, mais c'est des essais. Oui, des essais. Exact. Oui. Puis, on en a trouvé. Donc, on s'est promené beaucoup pendant ces 6 années-là pour essayer de trouver le bon traitement, quelque chose qui le guérissait. Donc, on a passé des mois dans des petites chambres, dans des Ronald McDonald, des choses comme ça, là, à se parler de la vie, de la mort, de « Maman, est-ce qu'il y a de la vie après la mort? Qu'est-ce qui va m'arriver si je meurs? » Il demandait, il en parlait. Il demandait. Donc, c'est des choses qui tissent, qui rapprochent, puis qu'on devrait pas... On n'a pas à parler à nos enfants si jeunes, mais c'est des discussions. Très mature, il y avait une grande maturité. Grande maturité. Oui. Avant sagesse. Et pendant la maladie. Exact. Une grande sagesse aussi. Une grande sagesse. Oui. Alors, son grand frère aussi, il devait avoir de la peine de penser qu'il était aussi malade, son petit frère. Oui, son grand frère, il avait beaucoup de peine et aussi, il fallait qu'il a dû s'oublier un peu aussi, Philippe, pour laisser place à nous qui se promenaient aux États-Unis aussi avec le petit frère. Donc, il essayait de ne pas peser. Exact. Il disait souvent, maman, c'est pas moi qui est important présentement, c'est Laurent.
Et Puis je disais, Dieu. non, mais c'était important aussi. Il dit, oui, ma maman, occupe-toi de Laurent, puis il faut qu'il guérisse. Ah oui, hein? Ouais. Fait que tout le monde était dans cette même Oui, énergie, exact, hein, de pour être combattre. avec lui, Oui, combattre. des vrais guerriers. Des vrais guerriers, hein? Ah oui. Oui, mais c'est lui qui nous traçait le chemin. Là, on le suivait de son énergie. Bien sûr. Ouais. Ah oui. Et alors, malheureusement, avec le temps, les choses ne prenaient pas le dessus. Non, c'est ça. Il y a eu des rémissions. Il y a eu 3 rémissions, mais malheureusement, ce type de cancer-là dort, se Oui. cache pendant Ouais. qu'il est traité. Oui. Il s'endort pour se cacher, puis après ça, il se réveille aussitôt que les traitements ne sont plus là. Donc, Oui. c'est ce que ça a fait à chaque fois. Oui. Puis la dernière fois, ça a été, c'est ça, le 20 novembre 2020. Mais il est décédé de façon subite, même s'il avait un cancer, parce qu'on arrivait de Sainte-Justine. Il nous avait dit que les tumeurs avaient progressé, mais que ce n'était pas drastique. Il était à la maison? Oui, là, il était à la maison. On était revenu des États-Unis. Là, il n'y avait plus de trial aux États-Unis. Ici, il était avec 2 naturopathes. On essayait de trouver des choses le mieux avec des naturopathes puis des personnes en or parce qu'il lui faisait garder le moral. Puis il lui disait, tu sais, Laurent, moi, des gens qu'on condamnait, puis qui sont encore vivants aujourd'hui, je pourrais te nommer 100 noms. Donc, lâche pas. Donc, ces gens-là lui encourageaient. Oui. Donc, fait qu'il était quand même, malgré la douleur, énergique et en forme. Oui. Il était à la maison et tout, Oui. mais il s'est inscrit au cégep le septembre. Puis, je me souviens, le visage du médecin qui me regardait en voulant dire, mais qu'est-ce que vous faites là, l'inscrire au cégep? Ah oui. Puis, je lui disais, ben non, c'est ce qu'il veut. Puis, oui. Puis il rentre au cégep en septembre 2020. Eh oui. Dans le désir, hein? Oui. C'est très, très fort. Oui, il voulait connaître ça, aller au cégep avec ses amis et tout. Si c'est pas possible, on le souhaite de tout notre cœur. Exact. Oui. Parce qu'il avait réussi à faire toutes ses études quand même à la maison. Il avait quand même fait toutes ses études. Il n'avait pas pris de retard du tout. Il était à la même place que ses amis, même Vraiment. chose. Donc, il voulait continuer ça. Oui. C'est important pour lui. Mais oui. Il a gardé un peu ses amis pendant la maladie ou pas beaucoup? Les amis les plus proches. Oui. Il y en avait quelques-uns. Oui, il y en avait quelques-uns. Oui. Ses amis les plus proches. Avec qui il pouvait des fois parler un peu. Oui, c'est ça. Puis, je dirais, ses amis qui ne sentaient aucun jugement de par sa paralysie faciale ou de par ces choses-là, ça, il était à l'aise parce qu'il ne sentait pas de jugement. Tu sais, on sent ces choses-là avec... Puis avec certains amis, il ne sentait pas de jugement du tout. Je me souviens qu'un de son meilleur ami était roux. Ben, il est roux encore, mon beau Julien. Mon beau Julien, il est roux encore. Puis il avait dit, Laurent, il se parlait, puis Laurent lui avait dit, ça me dérange, ça se paraît pas trop. Puis il avait dit, oh non, ça se paraît pas. Il disait, moi, j'aimerais bien mieux ça que mes cheveux roux. C'est trop sweet. Hein? Ensemble, ils se parlaient vrai. Oui. Hein? Puis fait que ça, ces amis-là, c'était très précieux pour lui, puis ça l'a beaucoup aidé. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, cette journée-là, parce que je vous ai dit, quand on s'est rencontrés, à quel point l'affiche qu'on a préparée, parce que Valentina, que je salue, c'est toujours elle qui prépare nos affiches. Et c'est parmi celles que je préfère parce que quand j'ai vu cette photo, le dessin de visage de la famille, quoi, et vous m'avez répondu, ça s'est passé comme ça. Oui. J'ai pas trop compris, mais je me suis dit, je vais attendre que vous nous l'expliquiez. Alors, que voulez-vous dire que le décès s'est passé un peu comme ce qu'on voit sur la photo de l'affiche? Donc, le 19 novembre 2020, Laurent, il se réveille avec des douleurs. Et là, je lui demande des douleurs. Est-ce que c'est des grosses douleurs? Parce que j'avais de la morphine à la maison qu'il n'avait jamais pris encore, mais j'en avais quand même. Il me dit, non, maman, je vais prendre une Motrin, ça va être assez. Mais toute la journée, il me dit tout le temps, je vais me coucher. Je l'ai entendu prendre un bain, il s'est relevé, tout ça. Puis à 5 heures, il m'a dit, maman, il m'a crié, maman, puis il était couché sur son lit. Puis il m'a dit, ça va vraiment pas. Et là, il est parti en convulsion. Puis moi, je pensais que c'était une crise d'épilepsie parce qu'il nous avait dit qu'avec les radiothérapies et tout, qu'il pouvait faire une crise d'épilepsie. Donc, je pensais que c'était une crise d'épilepsie. Tu sais, je ne me connaissais pas, mais ça faisait 6 ans que je m'attendais à une crise d'épilepsie. C'était la première. C'est la première. Fait que je m'étais dit, c'est ça. Puis là, j'ai crié au papa, appelle l'ambulance. Là,
les ambulances sont arrivées tellement rapidement, c'est incroyable. Donc, ça m'a rassurée parce que j'étais sur le lit avec lui, je le tenais, mais il sautait tellement que je me suis ramassée à terre en bas du lit avec lui quand les ambulanciers sont arrivés. Oui. Tellement qu'il Il bougeait beaucoup. Il bougeait beaucoup. Ah oui. Puis là, quand les ambulanciers sont arrivés, ils nous ont demandé ce qui se passait, on lui a expliqué. Puis là, dans l'ambulance, il s'est réveillé, puis ils lui ont demandé son nom, puis il ne savait pas. Alors là, il a paniqué, puis il m'a regardé, puis là, je lui ai dit prends l'oxygène, parce qu'ils ont offert de l'oxygène, puis il ne voulait pas. Fait que j'ai dit ton cerveau a besoin d'oxygène. Fait que là, il a pris une shot d'oxygène, vraiment. Oui. Puis là, il a dit Laurent. Fait que là, j'ai dit, ben tu vois, ton cerveau a besoin de ça. Et là, il m'a fait un des plus grands sourires, puis il m'a fait. Wow. Puis là, il a fermé les yeux, mais je ne l'ai plus jamais revu les yeux. Mon Dieu, mais quelle image à la fin qui doit vous rester, son sourire. Oui. Hein, puis ça, oui, ça va bien aller. Ça va bien aller. Il le disait peut-être et pour lui et pour vous. Ah oui, je suis sûre. Ah, mes amis, c'est grand, hein? Oui. C'est vraiment très grand. Puis on est arrivé à Sainte-Justine. Puis là, il a repris un petit peu conscience, mais pas assez. Là, il était mélangé, il était pas tout là, tu sais. Non. Donc, ils l'ont mis comme dans un coma pour essayer de voir, passer un scan, essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait et tout, parce qu'il nous avait dit que les tumeurs n'avaient pas grossi assez pour faire des dégâts. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Puis finalement, c'était un épanchement cérébral. Il y a une tumeur qui s'est emballée très, très rapidement, qui a appuyé sur l'autre tumeur, qui, elle, a appuyé sur l'autre tumeur, puis elle qui a appuyé sur les fonctions vitales. Donc là, ils l'ont mis dans le coma pour nous permettre d'être à côté de lui. Puis là, moi, j'étais partie toute seule en ambulance. Donc, le papa s'en venait en auto. Oui. Mais le fils était resté à la maison. Parce que moi, j'avais pris ses bas, son hoodie, puis j'étais sûre qu'il revenait. Parce que des séances, ça fait partie de notre vie, là, des séances d'ambulance. Partir, revenir, partir, revenir. Fait que j'étais sûre qu'on revenait. Mais non, quand ils sont venus nous dire qu'ils ne se réveilleraient pas. Eh, mes amis. Oui. Là, je ne sais pas comment on se sent là, quand on entend ça pour vous, là. Bien, là, c'est drôle parce que je lui ai demandé de le voir, parce que là, nous, c'est sûr qu'ils nous ont retiré des soins intensifs de la réanimation. Puis là, tout de suite, j'ai dit, je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir. Puis, bien, moi, mon souci, c'était de lui dire, parce qu'il se battait beaucoup pour moi. Et c'est ça qui est beau, hein? Et je le savais. Oui. Il le faisait pour vous, hein? Il voulait vivre pour lui, mais pour vous. Fait qu'il endurait beaucoup de choses. Oui. Et que là, je voulais aller à côté de lui pour lui dire qu'il pouvait y aller. Oui. Fait que c'était ça que je pensais. Je me disais, il faut que j'aille lui dire qu'il peut partir. Oui. Fait que je me suis approchée de lui, puis j'ai dit, Laurent, si c'est aussi beau, puis si c'est aussi chaleureux qu'ils disent, puis si t'es bien, pars, puis je te promets que je vais être OK. Ah. Puis je vais m'arranger pour être bien. Puis... il est parti avec beaucoup d'amour dans son cœur, hein? Exact. Fait que c'était ça, mon souci. Fait que là, après ça, ils l'ont plongé, puis ils ont dit, est-ce que la famille est toute là? Je dis, non, le grand frère n'est pas là. Fait que j'ai appelé le grand frère en faisant semblant de rien. Oui. Et ma meilleure amie. Oui. Qui est extraordinaire. C'est vrai, oui. Et elle est allée le chercher parce que je ne voulais pas qu'il conduise. Ben oui. Donc, elle est allée le chercher, puis je lui dis... Puis j'ai dit, Philippe, Laurent, mais je n'ai pas dit qu'il ne se réanimait pas. J'ai dit, bon, Laurent, il voudrait que tu sois près de lui, donc tu peux-tu t'en venir, Brigitte va aller te chercher. Fait que quand il est arrivé, on a avisé Philippe que Laurent ne se réveillait pas. Oui. Donc, c'est pour ça que l'image que vous voyez là, c'est nous qui sommes près de lui, parce que Sainte-Justine a été très, très généreux, parce que c'était le COVID, hein, le 20 novembre 2020, vous vous souvenez que c'était le COVID, donc, mais ils nous ont permis d'être nous trois alentour de lui. Donc, la photo que vous voyez sur l'image, c'est comment il est décédé. Il est décédé avec... avec ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime. Ah oui. C'est ça. L'infirmière m'a demandé, c'est le moment qu'on retire le tube et tout. Puis, mon mari lui a dit, une chose, c'est que Laurent, il voudrait décéder dans les bras de sa mère. Fait que... Vous l'avez pris, hein? Eh oui. Et mon mari était là, Philippe était là, puis Laurent quitté comme ça. Eh, mes amis, oui, c'est triste et en même temps, c'est rempli de présence, d'amour. Et puis,
on se dit, il y a quelque chose qui va se prolonger autrement, là. Oui, c'est Il y avait, je ne sais pas pour vous si c'était comme une fin comme telle, là. Bien, sur le coup, c'est irréel. C'est ça. C'est irréel. Sur le coup, c'est irréel, mais je voulais son bien, fait que c'est ça que j'étais plus préoccupée par son bien. Mais la chambre était enveloppée d'une énergie indescriptible. Oui. C'est difficile à dire, Oui. mais la chambre c'était paisible, paisible, paisible dans la chambre. Moi, là, je me serais imaginée crier de toutes mes forces, Oui. de dire non, mais c'est pas ça qui était dans la chambre. Non. Dans la chambre, c'était paisible, Ah. Hmm. ça nous disait que tout est OK. Oui, comme il vous a dit Oui, avant. c'était Ouais. comme ça. Ah oui. Ça C'était fait du bien, hein, Ah oui, oui. C'est une atmosphère que vous retenez à Ah oui, l'intérieur. c'est indescriptible. Vous êtes capable de Oui. la revivre. Ah hein? oui, absolument. Oui, et ça arrive dans des moments comme ça qu'on ne voit pas arriver. On ne peut pas présumer de cette atmosphère qui s'installe. Oui, hein? c'est Oui. ça. Puis c'est difficile à décrire. Je pense Oui, qu'il faut... ben c'est votre énergie, tout le monde aussi qui l'a c'est créée. une grande énergie d'amour. D'amour. Une grande voilà. énergie d'amour Ben qui oui. était là. Oui, Pour le laisser partir le plus paisiblement possible. oui. Puis nous, moi, je lui ai fait une promesse que je me suis rappelé beaucoup dans les mois suivants. Oui. J'ai dû me rappeler beaucoup que je serais OK, que je ferais tout pour être OK. Oui, eh mon Dieu, hein? Et en fait, c'est comme si on entend que votre garçon n'est pas mort juste pour lui, mais qu'il mourrait aussi en pensant à ses proches. Oui. Et puis, on voit aussi que ceux qui restent, vous restez debout le mieux possible en pensant à tout son combat aussi. C'est comme si on puise notre énergie d'endeuiller à travers l'énergie qu'il a déployée. Ah oui, c'est son héritage. Oui. Son héritage. L'énergie qu'il vous laisse. Ah oui, ça c'était beaucoup présent. Oui. On a puisé beaucoup aussi dans son courage, des 6 années de combat. Exactement. Puis il y avait une expression, lui, qui nous disait souvent, si les personnes autour de lui se plaignaient pour rien, pour la pluie ou pour... il nous regardait et disait, pauvre lui. Donc, quand mon mari ou moi ou mon plus vieux, on s'apitoyait un peu ou quelque chose comme ça, on se regardait, puis c'est ça qui nous venait en tête. Pauvre nous autres. Oui, pauvre nous autres. Puis là, ça nous mettait un peu, OK. Mais oui, hein, ça relativise les choses. Oui, c'est ça. Hein? Alors, vous avez commencé votre deuil presque au moment où il mourait, parce que tout ce temps-là, vous espériez qu'il allait vivre. Ah oui, moi, ça a été une surprise. Hein? Beaucoup de gens me disaient, tu devais t'en attendre. Non. Non. Moi, c'est comme si... c'est comme s'il était mort subitement. Subitement. Oui. Moi, je croyais encore trouver un traitement. J'étais comme... oui. Non, je discutais encore avec des médecins à travers la planète. Qu'est-ce que vous dites sur l'espoir comme ça? Est-ce que vous dites, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi on se fait autant d'idées, ou vous dites heureusement qu'on a ça? Moi, je dis heureusement. Heureusement, non, heureusement. Oui. C'est ce qui nous a tenus, c'est ce qui tenait Laurent aussi. Puis même par la suite, c'était source de réconfort de dire on a tout essayé. Oui. Jusqu'à la dernière minute, on a tout essayé. Oui, oui. Donc, ce deuil-là, il commence le 20 novembre. Oui. Oui. Et on se sent comment au tout début du deuil, comme ça, là? C'est irréel. On revient à la maison, puis là, il n'est plus là. Donc, c'est le manque. Le manque. Oui, le manque de sa présence. Oui, c'est le manque. Ça fait un vide. Ah, c'est un vide incroyable. Puis avec des horaires d'hôpitaux, avec des... il y avait beaucoup de... Le vide, oui, le vide. Oui, c'est ça. C'est un manque incroyable, de la peine, mais la colère aussi, de l'injustice. Moi, j'ai vécu ce aussi. sentiment-là. Oui, de pourquoi lui. L'injustice qu'il soit mort trop tôt. Trop tôt. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi... Oui. Oui, je suis même allée dans... à quoi ça sert d'être une bonne personne dans la vie quand... Oui. On s'en pose des questions. Et puis, vous êtes passé du pourquoi à quelle question après? Comment? Comment? Oui, j'ai lu à quelque part
j'avais un souci de toujours aller mieux dû à la promesse que je lui avais faite. Oui. Donc, fait que j'essayais quand la ligne est mince. Hein? Oui, c'est fragile, hein? Et oui, c'est très fragile. Puis sur son signet, on avait marqué, tu sais, qu'il ne faut pas que la peine de l'avoir perdu, tu sais, un peu gâche le bonheur de l'avoir connu. Ah, ça, c'est... Et quand je relisais son signet, je me voyais que des fois, j'étais de l'autre côté. Puis là, je me disais, oh non, il faut que tu ailles de l'autre côté, Caro. Oui. Et fait que je lisais beaucoup, j'écoutais Info Deuil, j'essayais de trouver quelque chose. Puis, oui. Puis, vous cherchiez. Oui. Comment apaiser, comment adoucir? Je savais que je voulais pas faire du déni, puis je voulais pas rien de ça, mais je voulais adoucir. Comment je peux adoucir? Comment? Puis j'avais entendu dans une conférence que le pourquoi ne nourrissait rien, puis donnait rien. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Mais en changeant le pourquoi au comment, que là, ça ouvrait à beaucoup de possibilités. Ah oui. Fait que j'avais pris l'habitude d'avoir un petit cahier le matin. Et j'avais entendu aussi beaucoup d'écrire une gratitude, que ça aidait aussi à être. Et qu'au début, je me disais, quelle gratitude que je peux bien avoir. J'étais comme. La première gratitude que j'ai écrite, c'était avoir passé à travers la journée. Ça a été ma première gratitude. Oui. Parce que j'en voyais pas d'autres. Après ça a été d'avoir un toit. Puis j'avais un petit cahier comme ça. Puis après ça, je mettais une intention. Puis après ça, là, je me suis commencée à me forcer à écrire un comment. Ah oui. Comment je vais vivre maintenant? Oui, exact. Puis c'était aujourd'hui. Comment aujourd'hui peut être mieux qu'hier? Mais là, ça me mettait dans une réflexion. Sans que je le sache, ça déposait une question en moi qui restait là pour la journée, puis qui me disait comment je pourrais mettre en action pour que la journée d'aujourd'hui soit mieux qu'hier. Puis des fois, c'était des petites choses. Je me disais, je vais aller marcher. Fait que là, j'allais marcher. Il y avait toujours ma sœur puis ma meilleure amie qui étaient prêts. Même si c'était le COVID, on s'arrangeait pour se voir dehors. Bien sûr. Donc, puis ça me faisait beaucoup de bien parce que c'était 2 personnes avec qui je pouvais parler de Laurent, pleurer de Laurent et tout. Fait que je me disais, si je les appelle pour qu'ils viennent marcher, ça pourrait aller mieux. Donc, ça me mettait ça déposait une question. Puis de comment en comment, ça m'a beaucoup aidée. Alors, votre sœur et votre bonne amie, qui est toujours une grande amie aujourd'hui, j'entends. Oui. Et puis, ces 2 personnes, elles pouvaient vous entendre, pleurer, dire. Oui, mais il a fallu que je le nomme à un moment donné. Je me souviens que j'avais une psychologue qui m'aidait à travers mon deuil, puis je vivais de l'isolement. Dû au COVID, des fois, elle me disait quel sentiment que tu as. Je dis, je me sens seule. Parce que même dans la maison, on était 3 personnes, mais qui vivaient des deuils différemment, tu sais. Puis mon mari, puis mon plus vieux, lui, parler de Laurent, ça leur faisait pas de bien. Non. Pas du tout. Quand je nommais Laurent, il me regardait. Oui, c'était un peu tabou, là, comme sujet. C'était tabou. Mais moi, ça me faisait du bien. Mais ma meilleure amie, dans un désir si je pleurais ou si elle me disait tout le temps « Oh non, je vais te changer les idées, non, on va les magasiner. » Mais... Fait que là, moi, ça me... Là, ça bloquait. Ça me bloquait. Puis là, je me disais « Oh non, d'abord... » Puis je me souviens que ma psychologue m'avait dit « Mais nomme-lui, c'est ta bonne amie, nomme-lui. » Puis je m'étais dit « Ah ouais, mais je ne veux pas blesser et tout. » Puis... je lui avais nommé. Comme quoi. Vous l'avez aidé à vous aider. Oui. Je lui ai dit, OK, on va marcher, mais juste si je peux pleurer, parce que ça me fait du bien. Je n'ai pas beaucoup d'espace pour pleurer à la maison. Si je pleurais, j'avais l'impression que j'attisais le deuil de mon fils puis mon mari encore plus. Donc, je n'avais pas de place pour ça. Puis à partir du moment que je l'ai nommé, puis c'est drôle parce que je pensais comme faire de la peine. Puis elle disait, oh mon Dieu, non, moi je faisais ça parce que je ne peux pas que... C'est ça. Quand le nommant, ça l'a réglé. Oui, ça part de bons sentiments. Exact. Et c'est, Puis avec ma sœur qui est ici d'ailleurs. Ah puis oui? Brigitte qui est en ligne. Ah oui, bien on salue Brigitte en ligne. Je salue votre sœur qui est là. Marie-Christine qui est ici. Ah bonjour Marie-Christine.
Hein? Ça doit être quelque chose d'écouter le récit de Caroline. Hein? Heureusement que vous avez été là, heureusement qu'elle était là. Ah, Votre mon sœur. Dieu. Oui, ça a aidé. Hein? On se rapproche. Vous étiez déjà assez, Oui. En lien, On mais était c'est très encore plus proches, mais... fort. Ah oui, oui. Oui, Oui. c'est sûr. Oui, puis elle était bonne parce que elle aussi, c'était un grand deuil de perdre son loulou. Oui, mais Elle oui. était là pour moi, oui. Mais oui. Et est-ce que vous êtes étonné de voir que des gens, parfois, qu'on ne s'attendait pas qu'ils soient là, sont là, puis d'autres qu'on aurait aimé qu'ils soient là ne sont Oui, pas ça, là? c'est vrai. En dehors de ces deux belles Oui. personnes que vous nous nommez. Exact. Oui, ça vous est arrivé aussi? Oui, ça m'est arrivé. Vous étiez étonné des fois de ne pas avoir de nouvelles, de personnes qui vous connaissaient? Ah oui, j'ai eu beaucoup de gens que j'ai pu entendre parler à l'épicerie qui regardaient leurs pieds. Oui. Le malaise. Le malaise. Oui. Le malaise. Vous avez saisi à quel point les gens sont mal. Oui, ils n'ont pas les mots, puis... Ils savent pas que juste un câlin, ça fait du bien. C'est ça. Ou juste dire, les mots me manquent. Oui, c'est une phrase importante. Les mots me manquent. Oui. Mais je suis là pour toi, ou je pense à toi, mais non, les gens n'avaient pas ces mots-là. Puis c'était le COVID. C'était une période très, très... difficile très en plus. difficile. Puis il y a des gens qui m'ont écrit 2 ans plus tard, soit un post à son anniversaire. Je poste une photo de lui. Puis les gens m'écrivaient « Ah, j'aurais eu tellement le goût de t'écrire, mais je me retenais parce que je savais pas quoi dire. » Les gens ont peur de faire de la peine, de s'imposer, alors que... Puis d'autres, la gardienne de Laurent, quand il était tout petit, avait vécu un deuil de son premier enfant. Fait qu'elle, j'avais pas eu de nouvelles depuis, Laurent, il avait 18 ans, elle avait gardé de 0 à 4 ans. J'avais pas eu beaucoup de nouvelles, puis tout de suite, elle est revenue dans ma vie, sachant ce que je traversais. Puis elle avait tout le temps les mots justes. Elle avait je me souviens, une vente de garage, la première vente de garage, on avait mis des choses, puis je sortais des choses, je rentrais des choses, je sortais sa petite pelle de sable, tu sais. Mais c'était des choses, je la rentrais, je la sortais, puis elle a passé en voiture, elle s'est arrêtée, puis elle m'a dit « Qu'est-ce qui te fait plus de peine? » Fait que je disais son ballon de soccer, son petit but de hockey, tout ça. Elle dit « OK, je prends tout ça, c'est mes petits-fils qui vont les avoir. » Ça a fait du bien. Ça m'a... réconforté. Puis Marie-Christine était avec moi dans cette vente de garage-là, puis elle me disait, il y a juste quelqu'un d'un parent endeuillé ou quelqu'un d'endeuillé qui comprend ça, qui peut faire ça. Qui peut avoir cette belle spontanéité. Exact. Parce que ça avait changé tout la situation. C'est formidable. Oui. Alors, on a parlé de gratitude. Oui. On a parlé donc, c'est de l'écriture dans votre journal. L'écriture, oui. L'écriture, moi, j'écris à lui, à moi, à lui puis à moi. Oui, vous écrivez, vous lui écrivez. Ah oui. Oui, hein? Oui, gardez le lien. Bien, c'est beau. Vous le faites depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là. Oui. Et quand on s'est rencontrés par visioconférence la première fois, vous m'aviez dit quelque chose qui m'a frappée par cette créativité. Ce que vous avez fait avec la couture. Ah oui. Dites-nous. Mais c'est... En fait, c'est inspiré parce que, Laurent, je vous l'ai dit, il avait mal partout, puis comme c'était la COVID, je lui faisais des petits sacs magiques, puis qui se mettaient sur le dos, puis un petit peu partout, des masques, parce qu'on se faisait des masques si on sortait et tout. Et là, dans mes nuits d'insomnie, je me disais, il y a une maman qui avait dit, dans une session d'endeuillé que j'étais allée, elle avait dit que ses nuits d'insomnie, elle enfilait des bracelets, puis qu'après ça, elle les vendait pour donner une fondation. Oui. Fait que je me disais, dans une nuit d'insomnie, moi, je vais coudre. Oui. Et là, je me suis dit, je vais coudre des petits sacs magiques, puis ils vont s'appeler le Petit Laurent. Puis là, le Petit Laurent, il va l'avoir dans tous les foyers du Québec. Et que là, j'ai commencé ça. Là, après le Petit Laurent, je me suis dit, Laurent, lui, qu'est-ce qu'il aimait? Alors, j'aimais me souvenir, il aimait beaucoup les bombes de bain parce qu'il y avait beaucoup de douleur. Donc, mais les bombes de bain, quand tu as le cancer, tu ne peux pas acheter n'importe quelle bombe de bain. Il faut que ça soit biologique, puis pour que ça soit correct. Fait qu'on fabriquait des bombes de bain. Fait que je disais, mais je vais fabriquer des bombes de bain, puis je vais joindre des bombes de bain au Petit Laurent. Oui.
fabrique des bombes de bain. Je joins les bombes de bain au petit Laurent. Oui. Là, après ça, je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait aider aussi? Et de fil en aiguille, comme ça, je me suis dit, je pourrais partir une fondation. Puis, ça serait Resto Chaud Lolo. Resto Chaud Lolo. Ben bon, Lolo Comme qui est c'est au chaud. beau. Ouais. Oui. Lolo qui est bien au chaud, puis les petits enfants qui ont le cancer, pour qu'ils restent bien au chaud. Puis, ça serait tous des produits réconfortants, puis que l'entourage pourrait offrir. Parce que on souffre de ça, même si la famille est proche, tout ça, 6 années de cancer, ça éloigne les gens. Oui. Parce qu'ils savent plus, les mots, ils savent plus quoi dire, quoi faire. Fait que je me disais, ici, je faisais pour que l'entourage soit là, qu'ils puissent dire, puis j'imaginais ma sœur envoyer quelque chose à Laurent en disant, il paraît que ta vie n'est pas du gâteau. J'ai appris que ta vie n'est pas du gâteau présentement, puis voici des bombes de bain, prends soin de toi, puis les bombes de bain, tu as des formes de petits gâteaux. Oui. Puis ta tante, Marie-Christine, juste pour avoir des nouvelles et tout. Et là, j'ai commencé à créer comme des produits pour chaque groupe d'âge de 0, 4 ans, 4, 8, 8, 12, 12 16. Et, mais là, c'est pas encore lancé parce que Resto Chaud Lolo va être la boutique en ligne qui va être en lien avec la Fondation Laurent Elias pour aider les familles comme nous qui ont dû aller à l'étranger pour trouver des traitements parce que c'est dispendieux, c'est difficile, donc c'est tout en processus. Tranquillement, à mon rythme, je fais ça. Et est-ce que j'ai rêvé que vous avez fait quelque chose avec les vêtements? Non, c'est ça, parce que, souviens. C'est ça. Quelque chose que j'ai appris dans ma traversée de 1290 jours, j'ai calculé qu'aujourd'hui, ça faisait 1290 jours sans Laurent. Vous les calculez les journées? Non, je ne calcule pas, mais là, j'ai fait Là, vous avez fait le calcul. Je me suis dit, combien ça fait de temps ma traversée? Puis ça fait 1290 jours. Puis dans ces 1290 jours, j'ai appris que ce qui était important, c'est de s'écouter. Parce qu'il y a des choses que les gens vont te conseiller, puis avec tout l'amour, la meilleure intention du monde, mais que ça ne fait pas pour toi. Il faut écouter notre intuition, ce qu'on ressent. Exact. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient, donne ses vêtements. Il y en a qui me disaient, donne-le au plus vite, ça va être plus facile pour toi de ne pas rentrer dans sa chambre, d'avoir ses vêtements. Il y en a d'autres qui me disaient, donne-le à ses amis. Comme ça, les amis vont porter de leur Audi. Quand ils vont venir chez vous, tu vas être content. Mais à chaque fois, moi, ça collait pas. Non. Fait que je me suis écoutée jusqu'au jour où j'ai eu l'idée vu que je couds, bien entendu, ça part de là, d'acheter aller suivre un cours de courte pointe parce que je me suis dit non, je vais faire une courte pointe, 2 en fait, une pour nous, mon mari puis moi, puis mon fils, il a 24 ans, donc il va partir en appartement pour qu'il aille lui aussi de Laurent avec qui vont nous rappeler puis qu'on va pouvoir s'en mitoufler dedans. Vous avez fait ça avec des bouts de vêtements de Laurent? Oui, c'est ça. Oui. Mais ils ne sont pas encore terminés. Non. Non, c'est long. Mais quelle belle idée que vous avez eue. Ça m'a fait du bien. Puis je me souviens quand j'ai dit à mon mari puis à mon fils, si on faisait ça avec les vêtements, puis toutes les deux m'ont dit, oui. C'était comme un soulagement. C'est génial. C'était un soulagement de ne pas les donner, de ne pas les mettre dans des bacs. Moi, je n'étais pas capable de tout mettre ça dans des bacs. Je n'étais pas capable. Oui. Comme sa chambre est encore intègre 3 ans plus tard. Sa chambre vous entrez dans la chambre? Oui, moi, c'est pas triste là, dans sa chambre. Non, vous allez vous installer des fois? Je lui parle. Oui. Moi, c'est un ressourcement. Je me dis, mon Lolo. Oui. Il est encore très présent. Très présent. C'est une présence, malgré tout. Oui, c'est Au début, c'est un vide, puis après, il y a une présence. Oui, exact. Son urne a été longtemps en bas, dans le salon. Puis notre fils, le plus vieux, à un moment donné, nous a dit, maman, moi, c'est lourd pour moi. Puis il était capable de le nommer. Fait qu'on a dit, OK, on va la mettre dans sa chambre. Qu'on l'a mis dans sa chambre. Fait que là, c'est notre petit coin. Ben oui, votre petit lieu de recueillement. Oui, c'est ça. Oui, puis vous allez le retrouver là quand vous en avez envie. Oui, hein? Oui, des fois, c'est juste avant de me coucher. Oui. Je vais... j'ai un petit rituel parce que il jouait aux jeux vidéo. Puis ça lui faisait oublier beaucoup sa maladie. Puis il voulait que je le masse pour enlever des douleurs et tout. Fait que des fois, j'allais en arrière de sa chaise de gamer, puis je le massais, puis je faisais un câlin. Fait que des fois, sa chaise de gamer est encore là. Fait que des fois, Ah oui. puis là, je dis, que je pense à toi, mon On est capable de reproduire, hein? Oui. Et c'est pour ça que le titre que vous avez trouvé pour notre rencontre ce soir, L'aimer les yeux fermés, moi, ce que ça me disait,
On a beau fermer les yeux, il est présent, on le voit encore. Oui. Il est toujours là et je l'aime, les yeux ouverts, les yeux fermés. Oui. Je l'aime tout le temps. C'est ça. C'est un peu ça le titre. Oui, c'est ça. Quand je cherchais un titre, quand vous m'avez demandé un titre, je me disais, bon, quel message que je veux passer. Puis c'était dur de mettre un titre. Oui, à tout ce qu'on a envie de dire. Oui, c'est ça. Oui. Puis ça m'est venu en me disant, c'est ça que moi j'applique. T'sais, en fait, c'est ça qui adoucit mon deuil, de me permettre de continuer à l'aimer. En tout temps. En tout temps. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à aller mieux, moi, en l'aimant, les yeux fermés. En l'aimant très fort tout le temps. Tout le temps. Puis en me souvenant des bons moments, en me souvenant de... Puis je me souviens que la première fois que j'ai ri aux éclats, après le deuil, c'était en pensant à lui qui flippait des crêpes dans la cuisine. Ah oui. Puis ça m'avait fait tellement de bien. Puis là, je me suis dit, tu vois, c'est ça. C'est ce des chemin-là. images comme ça. Hein? Exact. Puis, Ah oui. puis c'est ça. Tu sais, la ligne entre la peine de l'avoir perdu puis le bonheur de l'avoir connu, je me suis dit, c'est dans ce côté-là, comme ça, en mémorisant ses souvenirs. Puis là, dans mon petit cahier, quand ça me tentait, je faisais des listes. Ah oui. Donc là, des listes. Quand j'avais le moral à terre, j'ai fait une liste de ses blagues préférées. Ah. Puis en même temps, des blagues qu'il faisait? Oui. Ou que... Oui? Exact. Ah oui. Sa préférée était « Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? » Jonathan. C'est beau. Quand j'écrivais ça, ben là, ça peut pas faire autrement que de me mettre dans une ambiance de lui qui est à côté de moi, puis qui me raconte ses blagues. Ah, puis, oui, il y avait de l'humour, hein? Ah, beaucoup. Donc, ça me met dans cette ambiance-là, puis là, je finis ma petite liste, puis en même temps, ça me rassure. Des fois, j'ai peur d'oublier. Puis là, ça me rassure parce que j'ai écrit toute sa petite liste, elle est là, puis quand je m'ennuie, je relis la liste. Oui. Puis, fait que j'ai beaucoup de petites listes dans mon petit cahier. Ah, oui. On s'entoure de tout ce qui est possible pour essayer de se sentir de plus en plus en paix. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, là, aujourd'hui, par exemple? Il y a des gens ici, là, qui ont vécu des deuils. Ça fait peut-être quelques années, c'est peut-être récent. Certains parmi vous, ça a été même la perte d'un enfant. D'autres, ça a été des pertes différentes, mais il y a quand même des points communs. Quand on souffre de la perte d'un être cher, y a-t-il des choses aujourd'hui, quand vous dites « j'aurais le goût d'aider des parents », y a-t-il déjà des choses qui vous viennent à l'esprit, ce que vous aimeriez dire à des gens qui commencent ou qui sont au milieu du deuil? On dirait que la première chose que je dirais, c'est de s'écouter. De s'écouter quand ça fait du bien ou quand ça fait pas de bien. D'être attentif à ce qu'on ressent. À ce qu'on ressent. Oui, exactement. Parce que on se force tellement. Quand les gens nous disent... moi, je me souviens que j'étais allée dans des groupes d'endeuillés, mais je n'étais pas prête à entendre les autres. Leurs histoires. Ou qui pleurent pendant autant que moi, mais même si ça faisait 4 ans. Fait que là, je me projetais, puis je me disais, mon Dieu, je ne peux pas croire que dans 4 ans, je vais pleurer encore comme ça, puis je n'aurais pas trouvé comment apaiser. Mais je me suis écoutée, mais ça a pris du temps des fois, mais vas-y plus parce que ça ne fait pas de bien, mais beaucoup de gens te conseillent puis te disent, ben non, vas-y, ça va te faire du bien. Ou parle-en pas, c'est mieux de pas en parler. Ou, oui, on reçoit beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils, puis ça vient, c'est toutes des bonnes intentions, mais c'est plus c'est ça. Moi, de voir qu'est-ce qui nous convient. Qu'est-ce qui nous convient, d'écouter. Il n'y a pas de recette. Non, il n'y en a vraiment pas de recette. Non. Puis ça nous fait du... Puis dans la même maison, il n'y a pas de recette. Non. Mon mari et moi, c'était totalement différent. C'est pas le même deuil. Hein? Non, on perd pas. On perd le même, mais c'est pas le même lien, la même... Oui. Je me souviens qu'il y avait des petits rituels que, comme le camp faisait après. Puis mon mari me disait, oh non, moi, tu ne nous feras pas endurer ça une autre fois. Mais moi, ça me faisait du bien, mais je me disais, faites-le pas vous, mais moi, je le fais. Vous avez compris que personne ne réagit tout à fait pareil. Non. Oui. Non, au début, aviez-vous de la peine qu'ils ne réagissaient pas comme vous? Oui, j'avais de la peine qu'ils ne veulent pas parler de Laurent. Oui. Moi, je voulais en parler. Moi, je voulais cuisiner son plat préféré. Je voulais... Moi, le plus qui était là, le mieux que je me sentais. Oui. Puis eux, le moins qu'on en parlait... Le mieux, oui, il y avait besoin de cette période de transition-là, eux, puis moi, c'était Alors, différent. on ferait une erreur dans un sens de dire au papa de Laurent et puis à son frère,
attention, là, il faudrait que vous parliez de lui, on n'a pas à dire ça, Non. parce qu'ils ont leur façon. Leur façon, leur rythme. Leur rythme. Puis maintenant, on en parle. Oui. Mais à ce moment-là, c'était pas le bon rythme pour eux, mais moi, c'était ma façon. Donc, c'est d'écouter notre ressenti. Et si on peut pas en parler, puis que ça nous fait du bien, bien, trouver les personnes. Parce que ça serait le deuxième aussi, de pas s'isoler. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai eu tendance à m'isoler. Oui. Si j'avais pas eu des bons conseils de sortir de l'isolement, puis de dire les choses que je ressens, j'aurais eu tendance à m'isoler, encore plus avec le COVID, parce que tout était là pour s'isoler. On a appris à s'isoler. Hein? Oui, exact. Puis ça faisait mon affaire. Ça faisait mon affaire de Mais m'isoler parce que je m'exposais pas, puis j'avais ma peine. Mais pleurer dans les bras de ma sœur, pleurer avec ma meilleure amie, puis être comprise, puis toujours me faire dire « Oui, mais tu as le droit de pleurer, c'est jeune, Caro, il vient de partir. » Ça me faisait du bien, là, ça n'avait pas de bon sens. On reconnaissait votre peine. Hein? Oui, c'est ça, d'être reconnue dans ma peine. Oui, ça m'a fait du bien. Fait que pas s'isoler aussi, je dirais ça aussi, je pourrais dire ça, puis de se mettre en action, pas d'aller courir des marathons, là, mais de se mettre en action quand on a une idée, parce que je me souviens que les premières marches dans la nature, il fallait que je me force. Là. Ah oui, pas d'intérêt. Non, aucun. C'est un devoir, là. Oui. Mais dans ma petite phrase de comment aller mieux aujourd'hui, comment qu'aujourd'hui peut être mieux que demain. Je vais aller marcher. Je vais aller marcher. Puis, ça me faisait énormément de bien. Je m'étais, il écoutait beaucoup de musique. Laurent, c'est un grand musicien. Puis, il aimait beaucoup la musique. Puis, par chance, un de ses héritages, c'était toutes ses listes de lecture sur Spotify. Oh. Fait que je partais, je mettais mes écouteurs, puis là, c'était ces chansons que lui aimait. Puis il y avait toujours, la vie faisait en sorte que je recevais un message. Là, je sais pas tout le monde qui vont croire à ça, mais... Mais vous êtes attentive aux atmosphères. Vous aviez parlé de l'atmosphère de la chambre de l'hôpital. Exact. Alors, vous êtes attentive à ce que je sais pas, le ciel, l'univers vous fait comme clin d'œil. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'une journée très, très difficile, je me suis forcée à aller marcher, puis je mets ces écouteurs, sa liste de lecture, mes écouteurs. Puis la première chanson je l'avais jamais remarquée avant, cette chanson-là, mais là, je l'ai remarquée parce que c'est une chanson en anglais, mais c'était le titre de la chanson, et ce qu'il disait, c'est que les légendes ne meurent jamais. Ils restent à jamais dans nos cœurs. Aïe, aïe, aïe. Et là, j'ai commencé à marcher, puis je me suis dit, ouais, Laurent, t'as bien raison. Oui. Tu mourras jamais pour moi, tu sais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Il y avait un message, que vous aviez pu capter. Oui, qui m'a apaisé. Mais oui. Puis que j'ai marché. Puis, donc, c'est ça. Mais se mettre en action aussi, tu sais, d'aller marcher, de créer, moi, mes petits Laurent, dans mes petits sacs magiques. Mais, oui, toutes ces belles choses. Je regarde, on a traversé cette heure, puis on dirait qu'on commence. Oui. On commence. Mais moi, je sais qu'ici, dans la salle, il va y avoir des gens qui ont des belles questions à vous poser, qui ont envie d'être en dialogue avec vous, comme on l'est nous deux ensemble. Et je veux dire aux personnes qui sont ici ce soir qu'on a une belle surprise aussi pour vous autres, parce que quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit à Caroline, mais ça vient d'où cette belle photo, cette image? Vous pouvez juste nous dire qui l'a faite dans le livre? Oui, l'illustratrice, c'est Gabrielle Morisseau. L'illustratrice, hein? Oui. Et donc, j'ai dit, il y a un livre. J'ai dit, il y a un livre. Et là, vous m'avez dit, oui, ça s'appelle L'antre des rebelles. Mon Dieu, quel titre! Je ne sais pas comment c'est venu, ce titre. Oui, bien ça, c'est pas moi. Ça, c'est un cadeau de la vie. D'accord. Oui, dans ma traversée, et son professeur qui a appris qu'il avait le cancer après le décès de Laurent. Puis c'est celle qui l'avait accompagné tout le long de secondaire 1 à secondaire 5, parce que quand il y avait du rattrapage à faire, c'est elle qui l'aidait beaucoup. Et il y avait des grandes discussions avec elle, ce que je ne savais pas. J'ai appris ça avec le livre. Oui. Mais il allait, lui, jaser avec elle, puis lui racontait ses peurs et tout ça. Puis elle a eu diagnostiqué du cancer après, puis là, elle a réalisé tout ce que, elle s'est dit, tout ce petit gars-là, hein, ce qui a traversé, elle le vivait.
Aïe, aïe, aïe. Elle s'est mise à la place de lui. Elle s'est mise à la place de lui. En plus, puis elle m'a demandé, elle dit je viens de comprendre, tu sais, encore plus tout ce qu'il a vécu, tout le courage, puis toute l'importance de l'entourage, de l'amour aussi pour guérir. Donc, elle m'a demandé si ça pouvait écrire son histoire, puis faire un album jeunesse pour inspirer sur le courage, mais c'est aussi sur l'antre des rebelles, c'est l'antre de toutes les personnes qui sont près du guerrier pour l'aider à guérir. Les médecins font partie de ça, les infirmières, l'entourage et tout. Et donc, j'ai fourni des photos et tout, et ça, c'est Laurent. C'est la photo de Laurent, là, quand... Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut faire un petit quelque chose pour notre dernière soirée avant la reprise en septembre, parce qu'on va se quitter pour 2 mois. Alors, j'ai dit à M. Chartier, est-ce qu'on pourrait faire venir 2 livres pour notre auditoire en présence pour les faire tirer ce soir? Alors, je pense que vous avez eu un billet, hein? Alors, ça va être ça tantôt, le tirage, juste avant que vous partiez. Alors, on en a 2. J'ai pas eu l'occasion, personnellement, de le feuilleter, mais juste à voir la couverture, je sais que ça va être très, très beau pour la personne qui va partir avec Laurent. Ça vous fait plaisir? Oui. Quand vous avez vu qu'on avait ça, oui. Je lui avais pas dit. Oui. Quand je suis arrivée, je les ai vus, puis là, je suis partie à pleurer parce que j'étais beaucoup d'émotions. Je disais dire qu'il y a 2 personnes qui vont partir ce soir avec un peu de Laurent avec eux. Fait que ça fait du bien. Vous le savez, pour ceux qui sont endeuillés aussi, comment ça nous fait plaisir c'est ça, de parler de nos amours, de nos personnes chères, puis de les faire connaître, puis que c'est ça reste à tout jamais. Bien sûr. Et pour rester dans l'atmosphère intime dans laquelle nous sommes, puis dans ce bel échange, on va aller avec les questions, commentaires, puis à la toute fin, on va se garder un petit 3-4 minutes pour les 2 tirages. On ne veut pas briser cette atmosphère d'échange entre nous. On peut s'arrêter pour donner la parole à nos invités. Avec plaisir. Oui. Quelqu'un peut-être... Oui, ici, on a une question ou un commentaire. Merci beaucoup. C'était très inspirant, très nourrissant. C'est la dernière, je pousse ma loque. J'aurais 2 questions. Oui. La première, c'est, vous avez parlé au début dans les émotions que vous avez ressenties dans votre deuil, vous avez parlé de la colère, qui est tout à fait justifiée, je pense. Comment vous avez parlé beaucoup des comment aussi. Comment vous avez fait pour apaiser cette colère-là? C'est ma première question. Puis ma deuxième, c'est, vous avez aussi parlé que votre conjoint et votre plus vieux, Philippe, n'ont pas eu le même chemin de deuil que vous. Au début, ils ne pouvaient pas en parler. Maintenant, quand vous les regardez, puis quand vous regardez où ils sont rendus dans leur deuil, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont acquis la même paix, sérénité ou ils sont rendus au même endroit que vous? Merci. Comment j'ai vécu ma colère? Alors, je dirais à la vie, je l'ai vécu. Je me souviens d'avoir pris ma voiture, puis d'être partie, puis d'avoir crié. Puis j'étais tout seul dans ma voiture, puis je me permettais de crier, de pleurer à l'injustice. Puis on finit par tranquillement libérer cette colère. Oui. Oui, à force de la nommer, de la pleurer, de la crier. Oui, moi, ça m'a aidé. Puis mon ami, ça s'est calmé à l'intérieur. Ça s'est calmé à force de la vivre. Oui. Vous en vivez encore à l'occasion? Ou vous n'êtes plus dans ça? Plus tellement dans ça. Non, je m'en aperçois parce que je croise Avant, je croisais des garçons de l'âge de Laurent ou des parents en vacances avec leurs grands-enfants. Ça faisait mal à voir. Ça faisait mal à voir. Puis maintenant, je vois que j'ai changé parce que je leur dis qu'ils sont beaux à voir. Puis des fois, je croise un grand de l'âge de Laurent, puis je me dis, mon Dieu, j'y souhaite le meilleur. Fait que je vois que j'ai avancé là-dedans. Puis je vois que c'est ça. C'est mon chemin à moi. Fait qu'en la vivant, c'est ça. Moi, c'est ça que je pourrais dire, c'est que je l'ai vécu.
parce que je n'ai pas trouvé de façon autre. Et la deuxième partie? La deuxième question, c'est difficile de répondre. J'aimerais ça que c'est eux qui répondent, mais je pourrais dire qu'ils ne pouvaient pas être là ce soir parce que c'est trop dur pour eux encore. Donc, ils ne sont pas encore rendus, je pense, à en parler comme moi je peux en parler ou de s'impliquer dans des... comme dans Resto Chaud Lolo, tout. C'est encore vif un peu... tout ça, de parler de... Fait qu'on en parle ensemble, on parle de Laurent, mais de s'exposer dans leur peine et tout. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Hein? Oui, mais c'est beau aussi, cet infini respect que vous avez développé dans la différence des réactions de chacun. Hein? Oui. Effectivement. Oui. Ouais. En fait, des fois, la question, c'est est-ce que vous êtes inquiète pour eux ou pas? Oui. J'ai été inquiète, je dirais, la première année, parce que moi, je me suis fait aider. Oui. Puis ça m'aidait vraiment beaucoup. Là, puis j'avais un espace avec ma psychologue de pleurer. Des fois, je faisais juste pleurer, ou c'était mon endroit pour dire mes choses, vivre ma colère, pour nommer des choses. Oui. Donc, fait que des fois, j'étais inquiète parce qu'eux, ils voulaient pas du tout consulter, ils voulaient vivre ça à leur façon. Puis comme qu'ils n'en parlaient pas, ils étaient plus introvertis là-dessus, des fois, je me suis inquiétée. Oui. Mais mon grand, à un moment donné, il m'a dit, j'ai posé des questions, puis mon grand, il m'a dit, tu sais, maman, t'inquiète pas, je sais qu'il y a des ressources, puis ma meilleure amie, je lui en parle beaucoup. Donc, ça m'a rassurée. Ça, c'est bon. Hein? Merci pour vos deux belles questions. Merci. On continue avec les mains levées. Hein? Profitons-en parce qu'on a une si belle invitée qui s'ouvre à nous. Je suis certaine qu'à l'intérieur, oui, on a une question là. Un instant pour nos gens qui sont avec nous. Vous avez parlé au début de votre entrevue que vous aviez été délaissé par des gens, des proches, des moins proches. Est-ce que vous avez eu à délaisser des gens parce qu'ils étaient un peu toxiques dans votre deuil? Moi, ça m'est arrivé. Ah oui, mon Dieu, je sympathise avec vous. Je vais penser, est-ce que j'ai eu... Non. Pour être honnête, j'ai pas eu ça. Il y a beaucoup de gens qui sont éliminés dans le sens que c'était le COVID, puis j'ai perdu de vue beaucoup de gens avec le décès de Laurent. Ça s'est fait naturellement, donc j'ai pas eu à... Vous en vouliez à personne? Non. Dans votre entourage? Non. Non, ça j'ai pas vécu ça. Ça faisait pas partie de votre colère? Non. Donc, ça vous a un peu quand même aidé à passer par-dessus le fait que des gens soient éloignés simplement par ne sachant pas quoi vous dire. Oui, mais pour être franche, certaines personnes que je considérais proches, ça m'a fait de la peine qu'ils ne s'informent pas ou qu'ils me disent, qu'ils ne prennent pas des nouvelles. Honnêtement, ça j'ai eu ça. Des personnes qui ne posent pas de questions, qui, comme je disais, je demeure à la prairie, à l'épicerie. Laurent, il a fait beaucoup d'équipes de hockey, d'équipes de soccer, tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui me regardaient peu à l'épicerie, peu quand ils me croisaient parce qu'ils ne savaient pas quoi me dire. Donc ça, j'ai vécu ça. Puis ça, j'ai eu beaucoup de peine là-dessus. Je me souviens que j'avais dit à ma psychologue, je vais écrire un livre, ça va être à ceux qui vivent avec ça pour dire comment se comporter. Parce que en plus de vivre le deuil, il faut qu'on vive ça, nous, puis il faut qu'on les éduque pour savoir quoi dire. On n'a pas besoin de ça. Fait que ça, je me souviens que j'ai dit ça, puis que j'ai vécu ça. Mais pas de personnes toxiques, ça, j'ai pas vécu ça. Merci. Oui, on a une question ici. C'est surtout te dire merci vraiment, parce qu'aujourd'hui, je lisais dans Info Deuil, il y avait une parole de Cyrulnik qui disait que le manque crée la créativité, que la perte crée l'art. Puis toi, tu t'es écouté. Je te félicite tellement de t'écouter, puis d'y aller à ton rythme. Moi, ça me parle beaucoup. Puis mon chum, il faisait de la poésie, puis j'ai l'intention de faire quelque chose avec ça, puis pas pour faire de l'argent, j'ai l'intention de donner ça aux alcooliques anonymes, parce que mon copain, il avait arrêté de boire, il avait fait beaucoup d'efforts, on avait plein de projets, puis il est parti, il ne souffre plus. C'est ce qui me tient debout, de me dire,
sa souffrance. Et puis là, tu sais, puis quand vous parliez de l'atmosphère qu'il y avait dans la pièce au moment de la mort, moi c'était à 2 heures du matin, j'étais toute seule, mais je regardais son corps qui était, lui aussi, était dans un coma, là. Je l'ai embrassé sur le front, puis je savais qu'il le débrancherait, tu sais. Puis je sentais ça, je sentais pas que c'était effrayant. Je sentais comme de la lumière. Fait que merci. Ouais. Je l'ai enterré hier. Oui. Tout cœur avec vous. Avant-hier, excusez, samedi. Mais hier, j'ai pleuré beaucoup. Et puis, vous avez eu le courage de venir ce soir. Merci d'être là. Merci. Merci à vous. Merci de votre partage puis toutes mes sympathies. Oui, oui. Et ça fait du bien d'être en lien avec des gens qui vivent des choses semblables, même si elles sont différentes. Oui. Vous aussi, vous retenez les atmosphères. Hein? Oui. Oui, puis faites votre poésie. Oui, il est beau le Seigneur. Oui. Allons-y. Gênez-vous pas. Oui, un instant, on va aller vers vous. J'étais avec ma fille. C'est sa jumelle. Et à un moment donné, pendant la pandémie, tout ça, mon mari a eu plusieurs cancers. Il n'a pas voulu, mon fils, se faire vacciner. Et à un moment donné, il est rendu itinérant. Et on a su qu'il était décédé le 8 février. Mais avant ça, moi, je suis partie, j'allais jouer au bowling. Et je dis à ma belle-sœur le 23, je dis, je sais pas, j'ai un pressentiment que je ne verrai plus mon fils. Et le lendemain, j'ai eu la nouvelle. Puis c'est pas le premier. J'ai eu mon frère aussi qui s'est pendu. J'ai perdu toute ma famille. J'étais toute seule depuis l'âge de 10 ans. Puis il n'est pas encore enterré, il va être enterré bientôt. Fait que, il est mort, il avait 46 ans. Il avait le mal de vivre. Oui. C'est sûr que j'ai fait une crise de panique quand j'ai su qu'il s'avait pendu. Je ne le souhaite pas à personne, ces choses-là, parce que quand c'est ton enfant, c'est pas pareil. Je vous comprends, madame. Puis je ne sais même pas si je vais être capable de m'en sortir. Excusez-moi. Il fallait que moi, il faut que j'en parle. Oui. Mon mari, il ne veut pas beaucoup. Et quand il n'est pas là, je mets la musique et je danse à toute tête et je chante. Puis ça me fait du bien. Merci beaucoup. Et merci à vous, puis merci d'en avoir parlé ce soir. Merci. Puis toutes mes sympathies. Oui, vous avez toutes nos sympathies. Oui. Merci de vous confier à nous comme ça, parce que on essaie de se mettre à votre place comme on se met à la place de chaque personne qui perd un être cher, puis on sent... Bien sûr, hein? C'est quelque chose avec la jumelle, bien sûr. Mais oui. Mais vous avez entendu la phrase de Madame Caroline, elle a dit « Je ne sais pas si je vais m'en sortir ». Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? Avez-vous déjà pensé à ça, vous, au début du deuil? Je ne sais pas si je vais pouvoir me sortir de ça. Oui, définitivement. Je me souviens d'avoir dit à mon mari que je ne serais pas capable. La promesse que j'avais faite à Laurent, je ne pourrais pas la tenir. Puis je lui ai dit, quand ils sont venus chercher Laurent, ils auraient dû venir chercher la maman en même temps. Vous auriez souhaité être partie avec lui? Oui. Mourir avec lui? Oui. Puis, puis j'adore mon Philippe, là. C'était pas ça, c'était irrationnel. Là. La douleur était trop.
Oui. était trop, mais je me souviens que je m'étais dit, juste, tu sais, puis j'entendais le monsieur dire une journée à la fois, puis certaines fois, c'est 1 heure à la fois, puis certaines fois, c'est 5 minutes à la fois. Mm-hmm. Puis c'est comme ça, je pense. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à me dire, Oui. bon, ici, dans le présent, comment je peux faire pour avancer 5 prochaines minutes, avancer la prochaine heure? Puis c'est extraordinaire comment il y a une idée qui nous vient à l'esprit, comme madame qui nous explique que ça lui arrive de mettre la musique et danser, hein, même si elle a beaucoup de peine. Oui. C'est comme si intuitivement, on se met en action. Hein? C'est vrai. Elle l'a fait comme ça, puis c'est un petit peu comme ça que vous êtes allé à la découverte d'une paix. Exact. Petit pas par petit pas comme ça, en essayant quelque chose qui nous fait du bien, on trouve que ça nous fait du bien, ça nous fait avancer. Puis là, on se dit, mais ça m'a fait du bien, donc quelque chose à reproduire. Puis là, c'est comme si on avait un outil de plus pour essayer d'atténuer cette immense douleur-là. Bien sûr. Puis on essaye un autre. Oui, et oui, c'est ça. Oui. Oui, on a une autre question. En fait, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais je trouve ça assez extraordinaire. Quand on est une mère, en fait, puis qu'on est proche aidante, on devient juste ça, j'imagine. On passe notre vie à aider l'autre personne. Comment on fait après pour se redéfinir soi-même parce qu'on n'est plus proche aidante? Il faut s'aider soi-même, je ne sais pas. C'est difficile, c'est très difficile. Je me souviens que ma psychologue m'avait dit, parce que je disais, je ne sais même plus qui je suis, tu sais, je ne sais même plus. Puis ça l'a donné en même temps que, Laurent est décédé, mais mon grand n'avait pas besoin de moi non plus, là, donc je ne pouvais pas me jeter dans aider là, Philippe à faire ses lunchs ou à l'aider. Là. Non, le surprotéger. Il n'aurait pas voulu, mais c'est ça, il n'aurait pas voulu, mais puis il était trop vieux. Fait que là, je me retrouvais, puis je disais, je ne sais même pas ce que j'aime, je ne sais même pas ce que je veux faire, puis qu'est-ce qui me fait plaisir. Puis, donc, ça a été essai et erreur, tu sais, puis c'est... Une reconstruction. Reconstruction. C'est comme ça que j'ai décidé de retourner aux études. Même, je me disais, si tu avais une page blanche au point de vue carrière, qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais une page blanche, puis quelqu'un te dirait, là, je me disais, aider. Ça, je veux aider. Ça me ferait du bien, aider. Étiez-vous toujours comme ça dans votre nature, de vouloir aider? Oui. Ou c'est une nouvelle nature? Oui. Faut dire que j'ai toujours... ça bouclait la boucle, parce que quand j'ai fait mon entrée au cégep, moi, je voulais être pédiatre. Puis là, on m'a dit, non, tu vas graduer à 35 ans, va pas là-dedans. Fait que je dis, OK. Après ça, je me disais, je vais être dans... comme assistante sociale pour aider les enfants. Puis là, ils m'ont dit, mais non, tu vas pleurer tous les soirs, va pas là-dedans. Fait que j'ai dit, OK, mais là, je dis, dans quoi que je vais? Puis là, ils m'ont dit, en informatique. Il manque beaucoup de gens. Je dis, OK, je vais aller en informatique. Et là, je suis en informatique. J'ai tout fait ça. Mais là, quand j'avais une page blanche, je m'étais dit, bon, clairement, je n'aurais pas étudié pour être pédiatre et tout ça, mais aider. Je me dis, bon, thérapie. Après ça, je me disais, puis les parents endeuillés, c'est parce qu'on a... Quand on était endeuillés, on a eu un téléphone le lendemain de l'hôpital, mais après ça, très peu de ressources. Si on ne va pas vers les ressources, très peu de ressources viennent à nous. Puis on s'isole. Hein? Moi, j'étais comme une lionne blessée. J'avais juste le goût d'aller me terrer à quelque part. Je n'avais pas le goût d'aller chercher... puis là, l'idée m'était venue, plein d'idées, là, de me dire, non, je vais pas faire du bénévole, même pour les parents d'enfants malades, aller à Sainte-Justine puis dire que Caroline est là, vous pouvez aller la voir si vous avez le goût de parler, après ça, pouvoir donner de mon temps un peu partout. Puis là, je me suis dit, OK, thérapeute en relation d'aide. Puis j'ai commencé à chercher les écoles et tout, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis inscrite. Oui. Puis la première journée que j'étais sur le banc d'école, j'étais comme, mais je peux pas croire que je l'ai faite puis que je suis assise ici. Ah oui. 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 Là, c'est la deuxième année, deuxième année de fête. Un peu comme Laurent qui voulait tellement prendre sa session à l'automne. Oui, exact. Alors, vous vous dites, moi, je vais prolonger ce désir d'aller aux études. Oui, exact. Oui. Je parle souvent. Je dis, regarde, je t'ai promis, puis je dois être fière de sa mère, hein? Oui. Belle question, merci.
Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoutais, puis j'écoutais les gens qui ont fait les commentaires puis les questionnements. La seule chose que je peux répondre en termes de commentaires, c'est ceci, avant de vous le dire. Moi et mon épouse, on est ici, on a perdu un fils il y a 1 an. Il avait 27 ans. Puis, moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu des amis. Mais perdre un enfant, là, c'est pas descriptible. J'écoutais la madame, c'est exactement ça ce qu'on sent. Fait que je comprends ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que les gens ont perdu des enfants. Avec tout le respect que j'ai pour les gens, on a eu un deuil quelque part, c'est sûr, que ce soit un conjoint, un parent, un ami, un cousin, une cousine, une tante, un oncle, peu importe. Mais un enfant, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Il n'est pas supposé de partir avant vous. Non, effectivement. C'est lui qui est supposé de m'enterrer, non moi que je l'enterre. Puis, toutes les démarches que vous avez faites, que vous donnez, on se reconnaît là-dedans, moi et mon épouse, qu'on fait aussi d'une différente façon par rapport à chacun de notre enfant. Avec les réactions de votre conjoint, votre autre fils, je comprends très bien. Puis, j'ai déjà posé une question comme ça, puis je ne veux plus la poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre un enfant, à part de ça? Pardon? Oui. Fait que, c'est ça. Il y a des gens, par rapport à leur valeur, qui est différent de chacun de soi. Mais perdre un enfant, c'est terrible. Avec tout respect que je sais que les gens qui n'ont peut-être pas eu d'enfants, puis qui peuvent avoir de l'empathie ou de la sympathie, mais c'est extrêmement difficile de perdre un enfant. C'est pas comparable avec un père, une mère, ou... en tout cas, moi, j'ai perdu un père et un frère. J'ai de la peine, mais pas comme j'ai la peine que j'ai qu'on a perdu notre fils. Fait que je vous comprends, madame. C'était ça le message que je voulais vous dire. Que c'est extrêmement difficile à décrire. Très difficile. Oui. Oui. Mais en tout cas, vous nous l'avez quand même Merci. assez bien partagé. Merci. Et merci. Marie-Josée, il y a une personne ici qui a levé la main. Madame, là-bas. Non, là-bas. Garde la main levée. J'ai aussi perdu un fils à l'âge de 27 ans. Et ce qu'on ne mentionne pas, puis que je trouve si dramatique aussi, c'est qu'au-delà de la perte de cet enfant-là, c'est la perte de toutes les possibles qui s'ouvraient devant lui. La perte de son avenir, la perte de... Il était malade, puis il me disait, « Maman, quand je vais aller mieux, moi, je vais avoir des enfants. Et moi, j'étais assis à côté de lui dans l'auto, puis je ne pouvais pas lui dire, mais je savais qu'elle allait mourir. Puis je ne pouvais pas lui dire, « Justin, tu n'en auras pas d'enfant. Mais aujourd'hui, je me pose souvent la question, il serait rendu où? Il ferait quoi? De quoi il aurait l'air? Quelles seraient ses passions dans la vie? Est-ce qu'il en aurait des enfants? » Puis, après sa mort, ça fait 8 ans, après sa mort, un de ses amis a ouvert une page Facebook où c'est écrit que « J'aime Justin en secret ». C'est un groupe fermé. Puis souvent, ils vont même après 8 ans mettre des anecdotes. Et quand ça a fait 5 ans, Justin, quand il est mort, voulait un party. Alors, on a célébré sa vie. On a fêté. Mais après 5 ans, j'ai eu besoin qu'on me parle de lui. Et quand j'ai écrit sur Facebook pour leur dire «
j'aimerais ça que vous me parliez de lui. C'est comme un peu, est-ce que vous vous rappelez de lui? Est-ce qu'il a existé? Parce qu'un enfant qui meurt, ça ne laisse rien derrière lui. On vide son appartement, on se défait de ces choses. Et puis, il y a eu 72 témoignages. Ouais. Ça a été un immense cadeau. Alors, je sais qu'on peut être pour ou contre les réseaux sociaux. Mais des fois... Hein. Mais des fois, et vous aviez raison quand vous m'avez donné ce conseil-là. Merci à vous aussi d'avoir été là. C'est beau. Merci pour le partage. Merci, oui. Ah. Ça me touche beaucoup parce que je partage ce sentiment-là aussi de comment ça fait du bien. Laurent, il était... ses funérailles, c'était la COVID, donc il y avait seulement 20 personnes à ses funérailles. Fait que c'est encore dur pour moi à ce jour de ne pas l'avoir célébré puis honoré comme moi j'aurais voulu qu'il soit. Donc je comprends tellement ce besoin-là puis comment ça fait du bien. Parce que je me suis dit que quand on lancerait la fondation officiellement, que là, je ferais un gros party, justement, puis que j'inviterais tout le monde pour qu'ils viennent en parler là. Fait que je comprends tellement, je suis sensible à tout ce que la dame a dit. Et ça vous parle aussi quand on entend qu'on perd le futur. Hein? On est dans le deuil de ce qu'il aurait pu vivre. Ah oui, puis ça nous suit toujours. Moi, la fin de semaine dernière, justement, c'était le 30e anniversaire du fils aîné de ma meilleure amie. Puis on a fait un gros party, puis c'était fabuleux, sauf que c'est ce que je lui disais, tu sais, moi, je regardais son grand Antoine, puis c'est sûr que la pensée m'est venue me dire, ben mon Laurent, il vivra jamais ça, puis je vivrai jamais ça avec mon Laurent. On y pense. On voit un garçon de 30 ans, puis on dit, il n'aura jamais eu 30 ans. Exact. Fait que c'est toujours là. Ça, c'est toujours là. Puis c'est pour ça que le livre, quand son professeur l'a fait, pour moi, ça a été un grand réconfort parce que là, c'est comme s'il y avait un peu de lui dans les librairies, dans les foyers. C'est marqué au début, c'est en l'honneur de Laurent Elias. Fait que c'est comme s'il continuait à vivre, à perpétuer son nom. Fait que, puis tous ceux qui perdent des êtres chers vont savoir comment que c'est précieux, ça. Mais ça, moi, c'est un cadeau de la vie. Ça n'avait pas de valeur. C'était comme inestimable. Inestimable. Oui, ça venait rejoindre ça. Le sentiment de perpétuer son nom, que tout ne disparaît pas de lui. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui vous a fait du bien dans ce que vous nous racontez, de pouvoir lire des messages. Et c'est quand même extraordinaire. Et des fois, dans les messages, je ne sais pas si vous avez découvert, mais les gens racontent des choses qu'on n'avait pas jamais cru qui s'était passé entre eux ou avec des amis. C'est une dame m'avait dit ça un jour. Elle avait dit au salon, je voulais pas être épuisée à me faire demander par chacun. Étais-tu là quand il est mort? Comment ça s'est passé? Bon, elle dit, c'est dur de répéter ça à chacun dans un salon mortuaire. Alors, elle dit, je prenais les devants, puis je disais, raconte-moi quelque chose de lui. Raconte-moi quelque chose que tu as vécu avec lui. Puis elle a dit, c'était extraordinaire, tous les témoignages que les gens ont pu me faire parce que je leur ai demandé. Autrement, ils ne me l'auraient pas raconté. Alors, quel cadeau précieux. C'est formidable, hein? C'est formidable. Alors, oui, j'imagine qu'on a toujours envie d'entendre parler. Oui. Et c'est pour ça que je dis toujours que ceux qui sont partis survivent dans la parole de ceux qui continuent à parler d'eux. Hein? Et c'est vrai que c'est important. Oui, c'est important. Et moi, je dis toujours, les gens qui venaient me consulter, me confier leur peine, j'ai toujours, vous me présentez un être que je connais à travers vous. Je l'aurais jamais connu. Tu sais, tantôt, vous disiez, il faut se dire que la ligne est mince entre... La peine de l'avoir perdu et le bonheur de l'avoir connu. Oui. Et là, je me dis, tiens, moi, j'ai la chance
le privilège de connaître quelqu'un, même décédé, mais que je n'aurais pas connu sans la parole de celui ou celle qui est venu me le présenter. C'est beau. C'est là qu'on voit qu'il y a du lien avec ces personnes qui ne sont plus, mais qui continuent d'inspirer nos chemins. Avant que vous partiez, parce que je voudrais pas que vous partiez sans avoir eu la chance de participer au tirage, et puis dites-vous que si vous ne le gagnez pas, bien au moins, hein, on a le titre. Est-ce qu'on l'a dans le dépliant, dans le programme, le titre? Sur l'illustration, c'est marqué tiré de l'Antre des rebelles. Donc c'est l'Antre des rebelles, et les gens peuvent se le procurer. Oui, dans beaucoup de librairies. Beaucoup de librairies, puis quand ils l'ont pas en librairie, on le commande ça. par le libraire. Mais là, en tout cas, moi, j'ai pas le droit de participer au tirage. C'est comme ça dans la vie, hein. Mais je vais me faire une joie de me le procurer, vraiment. Mais j'en ai amené un pour vous. Oh! Il est dans mon petit sac, là. On appelle ça des cadeaux de la vie. Hein? C'est le cadeau de la vie. Alors, voilà, on y va avec un premier numéro. Alors, je crois que tout le monde commence par 0, 6, 8, 1, 1, 3, 1. Le 31. 31. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Ah! On veut pas avoir de préférence, là, mais on est bien content. Je vais le dire pour tout le monde qui n'ose pas trop dire. Mais je suis contente, et puis vous aussi. On y va avec une autre personne, puis on va être aussi content. Le billet finissant par 1, 9, 19. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Quand même. Oui. Si je fais pas d'erreur, c'est vous la maman qui avez perdu votre fils de 27 ans? Oui. Ah, mon Dieu. Ben, on a envie de dire que les choses, des fois, sont bien faites. Oh, le hasard. Bonne lecture avec mon Laurent. Oui. Il me reste à vous remercier encore une fois d'être venu à notre rencontre, de nous avoir confié aussi les mots que vous avez partagés avec nous. J'aimerais vous annoncer que le 9 septembre, on a une personne pas ordinaire là, qui va venir nous parler. J'ai le plaisir de vous dire qu'elle est dans la salle. Et puis, vous êtes intrigués, là, tout d'un coup. Et puis, vous allez être obligés de vous complètement tourner votre cou vers l'arrière. Ma collègue Christine Goyette, savez-vous de quoi elle va venir nous parler? De la consolation. Quelle belle thématique. La consolation. J'ai hâte de l'écouter comme ça se peut pas, parce que Christine est une belle et grande collègue à moi, une collaboratrice au Repos Saint-François Info-Deuil. Alors, merci de toujours être là avec nous et de faire le lien, le pont avec les gens qui sont sur Internet avec nous. Alors, il me reste à dire avec vous un très, très grand merci, Caroline. Si vous saviez comme je vous remercie. J'ai dit hors micro, je vous aime beaucoup. Vous avez dû l'entendre. Merci beaucoup. Merci de votre écoute puis de votre belle énergie. Ça m'a aidé à faire... un bon bout encore. Oui. Hein? Merci.
Et cet été, je ne sais pas si vous avez pris les petits pamphlets. Merci pour les concerts d'été. On les a en arrière. Et ça fait que ces concerts, les dimanches de juillet et d'août, à 2h l'après-midi, c'est extraordinaire. On a vraiment de toute belle musique que le cimetière, le repos Saint-François d'Assise offre, mais dans un lieu qui est rempli de fleurs et de personnes qui se regroupent pour venir écouter la musique et être en lien avec nos chers disparus, tout en demeurant, nous autres, bien vivants, pour les remercier d'avoir été dans nos vies. Alors, il y a de la belle musique, vous allez voir le programme. Comme vous savez, c'est offert sans frais et c'est pour vous, c'est pensé pour vous. Alors, venez les dimanches après-midi si vous le pouvez, ça fait du bien. Il y a des gens qui viennent avec leurs chaises parce qu'ils veulent être à l'extérieur, puis il y a un chapiteau avec d'autres chaises à l'intérieur. Alors, c'est très sympathique, c'est pas trop long et ça fait du bien. Et moi, je vous dis, bon été et que j'ai très hâte de vous retrouver le 9 septembre, et je salue les gens en ligne pour les inviter aussi à se connecter avec nous à ce moment-là. Au revoir. Merci.